messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La haute direction du RDR remobilise ses militants. Une délégation des cadres du parti était dans la commune d'Abobo pour lancer la mobilisation autour du président de la République et du RHDP unifié. Les messages de cohésion, d'unité et d'entente ont été également lancés. L'élan de solidarité envers les populations d'Aboisseau, victimes de la crue du fleuve Bia, se poursuit. Le Premier ministre a fait des dons en vivres et non-vivres. Une délégation des cadres de la région conduite par le ministre de la Santé, Aka Awele, s'est rendue auprès des sinistrés pour leur remettre ces dons. Coup de filet réussi pour les forces de défense et de sécurité à San Pedro. La traque contre les trafiquants de drogue et autres produits prohibés vient de porter ses fruits. Après la gendarmerie, la police et les douanes mettent la main sur de fortes quantités de drogue et autres produits. Des individus ont été arrêtés. Au Mali, à quelques jours du scrutin présidentiel, la polémique s'enfle dans le camp de l'opposition autour du fichier électoral mis en ligne. Le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, craint déjà des fraudes massives à la présidentielle du 29 juillet prochain. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Et si on parlait beauté aux couleurs africaines, ce soir, je vous propose un focus sur les tresses africaines et leurs valeurs aujourd'hui. Quelle est l'origine de la tresse? Quelle est sa place dans la culture africaine? Quelles valeurs, quels symboles des tresses et des nattes africaines? Pour nous répondre, nous avons invité une promotrice de la tresse africaine. Elle est ivoirienne. Suzanne Kwame est une habituée du petit écran. Elle est artiste comédienne. Bonsoir Suzanne Kwame. Bonsoir. Dites-nous tout de suite, que représentent les tresses pour vous? La tresse, c'est notre identité, c'est notre patrimoine culturel. Je dirais même que c'est notre héritage. Et donc, depuis la nuit des temps, les tresses africaines ont occupé une place importante dans l'histoire du peuple noir africain. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Valeur et symbole des tresses africaines, on en parlera, ce sera dans quelques instants, exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Suzanne Kwame. À tout à l'heure. Commençons ce journal par Abobo, où la haute direction du RDS est rendue pour remobiliser ses militants. La délégation des cadres du parti, conduite par Kandia Camara, a lancé la mobilisation autour du président de la République et du RHDP unifié. Les messages de cohésion, d'unité et d'entente ont été également lancés aux populations à Bobo. Abou Sanogo pour le reportage. Communion totale entre la haute direction du RDR et les militants du parti de la commune d'Abobo. Tous s'étaient mobilisés pour soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara et aussi le RHDP unifié. Occasion donc pour les militants pour réitérer leur soutien à la candidature de Ahmed Bakayoko, vice-président du RDS chargé de commune d'Abobo, d'Adjamé, d'Anyama et de la région du Ourodougou pour les municipales d'octobre prochain. Abobo, bastion du RDR. Si cela est, c'est que désormais Abobo est le bastion du parti unifié, le RHDP. Pas moins de 9 membres du gouvernement, de nombreuses personnalités du RDR et des représentants des partis alliés du RHDP, conduits par la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, sont donc allés à la rencontre des militants porteurs d'un message. Connaissant les préoccupations des hommes et des femmes d'Abobo, depuis sa prise de fonction, il a commencé à travailler pour Abobo. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a travaillé à améliorer les voiries d'Abobo. Mais le président de la République a trouvé que cela n'était pas encore suffisant pour les populations d'Abobo qui en avaient encore besoin. C'est la raison pour laquelle il a mis en place un programme qu'on appelle programme ADO. De façon exceptionnelle, il a dégagé un budget de 175 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations d'Abobo à travers de grands chantiers. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, marque son accord afin que Ahmed Bakayoko soit le candidat du RHDP ici à Abobo. Le choix du vice-président du RDS chargé de la commune d'Abobo, une réponse aux différentes démarches entreprises par les militants. Ahmed Bakayoko entend ne pas s'y dérober. À partir de cet instant, je m'arrête devant vous pour dire
que c'est avec un grand honneur que j'accepte d'être tête de liste pour les municipales à Abobo. Je veux faire en sorte que dans quelques mois, dans quelques années, ensemble, on puisse dire oui, on a transformé profondément Abobo. On a amélioré la sécurité, les jeunes ont du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Nous avons déjà fait un peu d'impact. Mais croyez-moi, je vais me concentrer davantage sur ce problème, car on voit ça en paix. Un engagement pour le développement de la commune d'Abobo qui satisfait la population. Plusieurs artistes, notamment la Tigresse Sidonie, Afou Keïta et Ismaël Isaac, ont égayé la population de la commune d'Abobo. De son côté, la communauté Atchan se prépare activement pour une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet hommage s'inscrit dans le cadre des actions de développement initiées dans le district d'Abidjan. Serge Koléa pour le reportage. De 2015 à 2018, de nombreuses actions de développement ont permis de redonner une nouvelle configuration à la soixantaine de villages Atchan. Électrification, bitumage de plusieurs dizaines de kilomètres, construction d'infrastructures de base. Pour toutes ces grandes œuvres, la communauté Tchaman veut exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, au vice-président Daniel Kablan-Duncan et au premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement est prévu le 4 août prochain. La cérémonie du 4 août est à 3 volets. Premier volet, exprimer au chef de l'État la reconnaissance du peuple Atchan parce que depuis 2015, il avait pris l'engagement de réaliser dans les villages Atchan et Aké de grands travaux d'infrastructure. Cela est en cours. Nous sommes à plus de 99% de réalisation à Benjavine. À Songo, nous sommes à 80%. Et à Niamey, nous sommes à 80% aussi. Donc, c'est une manifestation de reconnaissance au chef de l'État. Le deuxième volet de cette cérémonie qui est en projet, c'est de dire merci aux autorités ivoiriennes pour avoir fait confiance à 2 de nos frères. Le troisième volet, c'est un volet très traditionnel, mais ça reste un secret. Honoré Agbo, président du collectif des chefs, a exprimé aux plus hautes autorités ivoiriennes la gratitude des Atchan. Tous ont exprimé leur fierté pour la nomination au gouvernement de 2 de leurs fils, à savoir Laurent Tchagba et Paulin Danho. Les populations Tchaman ont été exhortées à se mobiliser pour cette grande journée hommage prévue le 4 août à Songon Assemblée. Et l'un du terrain politique, l'élan de solidarité envers les populations d'Aboisseau, victimes de la crue du fleuve Bia, se poursuit. Le Premier ministre a fait des dons en vivres et non-vivres. Une délégation des cadres de la région, conduite par le ministre de la Santé, Aka Awele, s'est donc rendue auprès des sinistrés pour leur remettre les dons. Franck Quadio. Une habitation à Boisseau, dans le sud de Komwe. Encore des traces du passage de l'eau. Les populations de plusieurs quartiers ont pour la plupart dû s'enfuir pour ne pas subir la furia de l'eau du fleuve Bia en crue. Cette dame âgée a perdu une bonne partie de ses affaires. Je ne suis pas là. Et puis, mon fils, jusqu'à l'eau rentrer là, il a cassé la porte là. Et puis, il est rentré, tout est gâté. Ils sont plusieurs centaines de familles, dont 2 aujourd'hui endeuillées, à avoir été directement touchés la semaine dernière par la montée des eaux fluviales, la plupart réfugiés dans cette école primaire. C'est pas facile. Maman n'est pas là, elle a voyagé. Je suis ici à ma grande soeur. Ma fille, elle a les enfants de ma grande soeur. Les victimes de la crue de la Bia n'ont pas été oubliées par le gouvernement. Une chaîne de soutien en vivres et non-vivres s'est mise en place avec, pour commencer, plus de 30 millions offerts, puis 7,4 millions de francs CFA par les cadres, les ministres Amon Tano Marcel, Aka Aoulé et le directeur général du port Yensié. Et ce jour, 5,3 millions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représenté par le ministre de la Santé Aka Aoulé et le député de Grand Bassam, Seriba Coulibaly. Cela traduit parfaitement la solidarité qui nous anime au niveau de cette nation. Et je voudrais donc, au nom des sinistrés, au nom de la région, dire avec toute la gratitude qui convient, merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 morts. Nous sommes en Côte d'Ivoire.
Mais la Côte d'Ivoire, la solidarité, c'est sacré. Et le Premier ministre voulait venir ici, lui-même, pour dire Yako à la population d'Aboisseau. Mais étant très pris, il m'a dépêché auprès de la population pour venir le représenter et dire Yako, Yako à tout le monde. Remise symbolique d'un ensemble constitué de vivres, non-vivres et numéraires aux sinistrés. Une bouffée d'oxygène selon ces derniers. En tout cas, ils nous ont assistés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il y a quelqu'un pour nous rendre visite. Maintenant, c'est qu'on demande aux autorités de nous aider à nous loger. Parce qu'en toute honnêteté, si les moyens y étaient, on n'allait pas loger au bord de ce fleuve. La crue de la Bia à Boisseau, 106 km au sud-est d'Abidjan, a déjà eu lieu en 1966 et 1975. Les populations sont aujourd'hui invitées à quitter les alentours du fleuve, considérés zone à risque. Et les sinistrés des pluies diluviennes de juin dernier qui ont causé, vous vous souvenez, des morts et plusieurs dégâts matériels ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces sinistrés ne sont pas oubliés. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Bingerville pour assister les victimes et leur faire des dons. Ce sont au moins 700 personnes qui ont bénéficié de ces gestes de solidarité. Éric Goré. Les envoyés de la ministre Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté chez les populations sinistrées de Bingerville. Ils sont allés exprimer la compassion du gouvernement à ces victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire les 18 et 19 juin dernier. Comme Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays, Bingerville a enregistré plusieurs dégâts matériels. Les populations ont vécu des moments difficiles pendant cette période. Ce jour-là, j'ai perdu mes appareils électroménagers, les télévisions, postes radio. En tout cas, téléphone, je n'avais même plus de téléphone. Même les matelas, je n'avais plus de matelas. Le frigidaire même qui était branché, l'eau, le frigidaire là même flottait comme ça sur l'eau. Le fût d'eau blanc de, je ne sais pas comment on appelle, 1000 litres. Ce jour-là, l'eau a pris ça pour aller déposer sur la route, alors que c'était rempli. C'est pourquoi les collaborateurs de Mariatou Kone sont allés les bras chargés de vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de matelas, de l'eau minérale, de l'huile, entre autres. Quand on a travaillé durant toute une vie et qu'on perd tout, on est démoralisé. Mais je pense qu'il faut avoir la force pour faire face à cette situation. Et je crois que nous avons des populations qui, face à l'épreuve, ont cette force-là pour résister. Une action qui ne peut que soulager ces populations sinistrées de Bingerville. Elles se disent reconnaissantes. C'est la deuxième fois que le ministère de la Solidarité vient nous visiter. Je pense que ces gestes-là sont touchants. Pour la deuxième fois, c'est encore plus touchant. Ce sont plus de 700 sinistrés qui ont reçu ces dons estimés à 18 millions de francs CFA. Des actions qui vont s'étendre dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes toujours en pleine saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit son action de solidarité envers les victimes, mais aussi entreprend des travaux pour éviter d'autres drames. Il vient justement de lancer une opération de curage des caniveaux dans le district d'Abidjan, pilotée par l'agence de gestion des routes, AGEROUTE. Cette opération va durer 3 mois pour un coût global de plus de 280 millions de francs CFA. Mama Traoré. À Bobo, dans les environs de la cité universitaire. Un ouvrage d'assainissement englouti par le sable, puis par les ordures de tout type. Difficile donc, voire impossible même pour ce caniveau de jouer sa mission d'évacuation des eaux pluviales, surtout quand des riverains de ce quartier ont fait le choix de le prendre en otage. Installation anarchique pour certains, d'autres vont jusqu'à connecter leurs fosses septiques sur ce canal non indiqué pourtant. Conséquence, on assiste à un spectacle nauséabond des eaux usées sur la chaussée. Nos caniveaux qui sont faits pour les eaux pluviales aujourd'hui sont faits pour les eaux usées et les poubelles. Les caniveaux ne sont pas faits pour les poubelles ni pour l'évacuation des eaux d'égout. Les caniveaux sont faits pour l'évacuation des eaux pluviales, non pour les ordures ménagères et non pour les eaux d'égout, pour ne pas dire les eaux usées. Avec le concours du service technique de la mairie d'Abobo, notre interlocuteur interpelle l'un des riverains fautifs. Vous avez des portes de groupage où on peut stocker les ordures et puis après le ministère de la Salubrité viendra la place. Mais quand je regarde dans ce caniveau, c'est les eaux usées, je vois,
et les ordures ménagères du bois. Sincèrement, on n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit. C'est la maladie même pour nous, nos enfants même d'abord. Donc vraiment, je suis désolé. Donc, plus sceptique comme il a dit là, donc on va le faire. En cette saison pluvieuse, l'engorgement des caniveaux présente d'énormes risques, tant pour les populations que pour la voirie interurbaine. Le gouvernement a ainsi lancé un plan d'urgence de curage des ouvrages dans les 10 communes du district d'Abidjan. Cette opération vise à dégager 7500 mètres cubes de sable des chaussées et à entretenir au moins 50 km de linéaires de caniveaux. L'espérance de vie d'une voie est fonction de l'entretien de cette voie. Pour parler que des caniveaux, quand ce n'est pas curé permanemment, c'est toujours la même dégradation prématurée. Vous allez voir qu'une voie, à peine un an, elle sera dégradée. Le plan d'urgence de curage des ouvrages et caniveaux dans le district d'Abidjan connaît un taux de réalisation de 70%. Environ 600 jeunes sont mobilisés. Et en cette saison pluvieuse, la circulation est devenue presque impossible sur la nationale A3 au niveau de Guiré, dans la sous-préfecture d'Upuyo, à 18 km de Méagui. À l'entrée du village, le bitume a disparu, laissant place à un trou béant, un trou qui s'est approfondi à la faveur des pluies diluviennes de ces derniers jours. Hier vendredi, un gros camion en partance pour le port de San Pedro s'est enfoncé à ce niveau, causant la fermeture totale de la route. Les autorités de Méagui se sont rendues sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Et je vous livre ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 22 juillet 2018 dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix-Houphouët-Boigny jusqu'au palais des sports sera fermée à la circulation ce dimanche 22 juillet 2018 de 13h à 18h. Un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix-Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner. Et en attendant ce défilé du 7 août, les forces de défense et de sécurité poursuivent la mission de sécurisation, bien sûr. Vous allez le voir à San Pedro, la traque contre les trafiquants de drogue et autres produits prohibés vient de porter ses fruits. Notez qu'après la gendarmerie, la police, les douanes mettent la main sur de fortes quantités de drogue et autres produits. Des individus ont été arrêtés. Sam Kona. 2 fumoirs détruits puis incendiés, 20 présumés consommateurs et dealers de drogue mis aux arrêts, une quantité d'héroïne saisie. Voici le bilan de l'opération menée par les éléments du commissariat du 2e arrondissement de San Pedro, appuyé par l'antenne régionale de lutte contre la drogue de la police nationale. Cela dans le cadre de l'opération Épervier 3. Nous nous sommes rendus compte que c'est au niveau de la gare routière qu'il y a plus de vols. Des cas de vol à l'arraché, des agressions. C'est pour cela que nous avons donc démantelé les 2 fumoirs. C'est en prélude aux vacances 2018 que nous avons entamé ces opérations. Exploitant une information anonyme, les hommes du préfet de police Seydou Ouattara ont pris par surprise les délinquants qui n'ont pas eu le temps de fuir. J'étais venu fumer de la drogue. Le matin, viens, si elle gagne 2000, mes frères viennent me reposer en paix. Après-midi, je sors. À San Pedro, 2010 kg de produits valant des dizaines de millions de francs CFA ont été détruits jeudi dernier par la direction régionale des douanes. Les produits incinérés ont été saisis en 2017 lors de contrôles aux différents corridors de Gagnoua, Soubré, Tabou et San Pedro. Cette opération porte sur les produits pharmaceutiques non enregistrés de 944 kg, des sirops, des cartons de 430 000 tiges de cigarettes d'un poids de 430 kg, de plaquettes de cannabis de 48 kg. Je lance un appel à la population pour qu'elle collabore avec les services de sécurité. Et les services ne peuvent pas être efficaces s'il n'y a pas de collaboration. Cette destruction de produits prohibés par la douane intervient après celle effectuée récemment par la cellule antidrogue de la 5e Légion de gendarmerie. Pour les autorités préfectorales, la lutte contre la drogue et les produits prohibés va se poursuivre dans tout le Bassa Sandra
pour éviter que les trafiquants en fassent leur zone de prédilection. Et ici à Abidjan, les travaux de la revue annuelle de 2018 des réformes politiques et programmes de l'UEMOA ont démarré hier vendredi. Il s'agit de travaux techniques d'experts des 8 pays membres qui visent à terme à donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. Explication détaillée avec notre reporter Jean-Luc Bangbo. Ce sont au total 15 programmes et projets ainsi que 116 textes communautaires qui seront passés en revue par les membres de la commission de l'UEMOA et des experts issus des différents départements ministériels. Une évaluation qui contribuerait à impulser une nouvelle dynamique au processus d'intégration régionale. On a une union économique qui a été donc fondée sur une union monétaire qui existait déjà depuis 1962. Donc on ne peut pas défendre une même monnaie en ayant des comportements budgétaires qui sont divergents. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette convergence, ne serait-ce que pour pouvoir donc conforter cette monnaie et permettre également donc la création d'un espace, d'un marché ouvert concurrentiel. Démarrée en 2017, cette revue a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. La Côte d'Ivoire respecte en fait plusieurs critères, spécifiquement le critère relatif au taux d'inflation. Vous savez que la norme communautaire est de 3%. Et nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un taux d'inflation qui tourne autour de 1%. Sur la base des résultats qui ont été obtenus l'année dernière, ce que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays qui ont le taux de transposition le plus élevé. Voilà, donc il s'agit pour nous effectivement de faire des efforts pour aller plus loin. En 2017, la Côte d'Ivoire a réalisé 65% des réformes et politiques communautaires. Ce taux au niveau de l'UEMOA s'est établi à 62%. L'objectif à terme est de permettre aux populations de l'Union de bénéficier effectivement des fruits du processus d'intégration en tirant le meilleur profit des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Et on passe maintenant à la coopération Côte d'Ivoire-France. Dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement, CEDD, l'ambassade de France vient d'offrir à 79 étudiants des universités publiques des bourses de doctorat. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui à la modernisation et à la réforme des universités grandes écoles de Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi pour les explications. Avec ces bourses d'études et l'ordinateur portable, chacun de ces 119 étudiants pourra poursuivre ses études de doctorat ou de master de recherche dans les universités de France ou encore dans les centres de recherche de l'Hexagone. Ce projet qui a sa deuxième phase s'inscrit dans le programme d'appui à la modernisation et à la réforme des universités grandes écoles de Côte d'Ivoire. Et ceci dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CEDD qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Vous allez faire votre doctorat à l'IRD ou au CIRAD à Montpellier, à l'École centrale de Lyon, à l'Institut Pasteur de Lille, ou encore au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Notre projet, c'est aussi de permettre à d'autres étudiants ivoiriens d'acquérir en Côte d'Ivoire le même diplôme que celui qu'ils pourraient acquérir en France. C'est le principe de la codiplomation et désormais nous avons 50 partenariats de ce type. C'est aussi une vocation sociale, parce que tous les parents n'ont pas les capacités financières pour soutenir des études aussi longues. Là, ça vous permet de faire par exemple une première partie en Côte d'Ivoire et une deuxième chez nous en France. La ministre Liramata Bakayoko s'est réjouie de l'accompagnement de la France dans la formation des étudiants ivoiriens. Elle a par ailleurs invité les 119 bénéficiaires de bourses d'études à être des modèles auprès de leurs camarades des universités grandes écoles de Côte d'Ivoire. Nous voulons en Côte d'Ivoire que nos établissements d'enseignement supérieur de recherche soient des lieux d'excellence. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui, par leur production scientifique, rivalisent avec les meilleurs en Afrique. Le projet en cours d'instruction du hub franco-ivoirien pour l'éducation s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Ces étudiants ont été sélectionnés par un jury mixte ivoiro-français. 6 pôles de compétences sont pris en compte par ce projet de bourse d'études, notamment les mines et énergies, l'environnement, la gouvernance et l'agriculture. Avant ces 119 étudiants, 32 autres avaient déjà bénéficié de bourses d'études pour la première phase. Ils sont déjà de retour au pays et vont entamer dans quelques semaines leur intégration dans la formation au sein des universités de Côte d'Ivoire.
Et la Côte d'Ivoire, notre pays, bénéficie aussi des retombées de sa coopération avec un autre pays ami. Il s'agit de la Chine. 500 villages en Côte d'Ivoire recevront bientôt gratuitement des équipements pour la télévision numérique terrestre TNT. C'est imminent. Les autorités chinoises l'ont confirmé. C'était en Chine et donc lors d'une rencontre sur le développement de la télévision numérique en Afrique. Alvarassa revient de Chine. La Côte d'Ivoire et le ministère chinois de la communication, à travers le groupe StarTimes rattaché à ce ministère, vont en partie travailler ensemble pour l'installation de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. Toute une stratégie est mise en place pour y parvenir. Les autorités chinoises au niveau du secteur de la communication sont revenues sur la question lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique à Pékin en Chine. La stratégie est essentiellement basée sur l'installation progressive des équipements pour notre part. Il y aura des accords, nous l'espérons, et nous allons soutenir la Côte d'Ivoire dès que possible. Et pour permettre l'installation de la télévision numérique terrestre dans plusieurs localités du pays, le gouvernement chinois va remettre des accessoires appropriés à la Côte d'Ivoire et les installer gratuitement dans 500 villages quand tout sera fin prêt. Et ce sont des décodeurs, des antennes de réception et des postes téléviseurs. Il accompagnera ainsi le pays dans le déploiement de la télévision numérique terrestre. 500 villages, je confirme, recevront les accessoires pour la télévision numérique terrestre. Le choix des villages, bien sûr, revient à la Côte d'Ivoire quand le moment sera venu. Et nous allons accompagner le processus avec la permission des autorités ivoiriennes. 20 familles par village recevront au moment venu ces équipements. Mais certains seront installés dans des lieux publics comme les centres culturels, les hôpitaux et autres. Les autorités chinoises rassurent par ailleurs que des jeunes volontaires dans le village seront formés pour l'entretien de ces équipements. Au Mali, le camp du chef de file de l'opposition craint des fraudes massives à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Et ce qui met le feu aux poudres, c'est le fichier électoral officiellement mis en ligne. L'URD, le parti de Soumaïla Cissé et ses nombreux alliés n'entendent pas aller à un scrutin présidentiel avec ce fichier électoral qui ne correspondrait pas, selon eux, à celui qui a été audité en mai par l'Organisation internationale de la francophonie. Le camp présidentiel, lui, refute toutes ces accusations de fraude. En athlétisme, l'actualité a été dominée hier vendredi par la Ligue des Diamants, dont la 10e manche a eu lieu hier à Monaco. Alignés sur le 100 mètres, les Ivoiriennes Talou, Marie-Josée et Muriel Aouré ont dominé la course en s'adjugeant les premières et deuxièmes places du classement. Salif Ouattara. 10 secondes, 89 centièmes. Au bout d'un sprint ravageur, Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres de la 10e manche de la Diamond League vendredi à Monaco. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur ce 100 mètres avec la victoire de Marie-Josée Talou devant Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 11 secondes 1 dixième. La Jamaïcaine Hélène Thompson s'est contentée de la plus petite marche du podium en 11 secondes 2 dixièmes. Belle performance des Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré qui s'est eu sur les 2 premières marches du podium lors de cette 10e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Ligue des Diamants, le dimanche à Londres, où les 2 sprinteuses ivoiriennes sont alignées sur le 200 mètres à partir de 15h30. Voilà, du sport à la culture, un seul pas à franchir. Vous l'avez compris, on entame ici la page culture de ce 20h. Commençons avec cette cérémonie dédicace de Warerore Leking qui a exposé ses chants romans au monde. C'était en présence de notre reporter Franck Adio. Être dans l'univers du livre comme une enfant dans un parc d'attractions, Warerore Leking gagnait pour être dans son élément, même si elle est plus connue pour son rapport avec la scène. Elle écrit depuis les années 70, 2 de ses œuvres sont remises au goût du jour. À la rencontre de Et Orphée d'Afrique, une réédition de 2 ouvrages sur le thème des chants romans. Mes écrits, je pars toujours des chants. Puisque, comme tout le monde le sait, je suis une autodidacte, je sors de l'école traditionnelle. J'ai toujours un petit rythme quelque part derrière moi qui chante et qui projette les images et les émotions qui naissent du chant. Et
les questions et les réponses, ou tout au moins des esquisses de réponses. Écrire contre l'oubli et repenser l'histoire. Waraweli King est l'une des pionnières de la littérature en Côte d'Ivoire. Elle a pu établir un pont entre son pays de naissance, le Cameroun, et celui d'adoption, la Côte d'Ivoire. Pour l'éditeur, elle mérite d'être connue. C'est une belle occasion qu'elle nous donne de pouvoir l'éditer afin de la mettre à hauteur d'yeux du plus grand nombre. L'ouvrage dont il est question, je dirais, était épuisé depuis bien longtemps, alors que son écriture riche, plurielle, enrichissante, singulière, est toujours d'actualité. 194 pages pour parler vision culturelle, une technique simple, mais empreinte de multiples symboles, et cela est bien apprécié. Elle parle de chant roman à dessin parce que dans son ouvrage, c'est la poésie, c'est le conte, c'est le théâtre, c'est le chant, c'est la fiction qui se rencontrent. Et cette diversité crée une beauté qui est absolument remarquable. Il s'agit d'une œuvre de l'art et de la culture. La culture, ce sont les racines du peuple africain. Et l'art, c'est ce qui nous permet justement d'exprimer cette culture. Au Chant roman volume 1 va succéder un volume 2 qui sera consacré à 2 autres œuvres déjà publiées par l'auteur. Waraweli King, rappelons-le, à la tête de la fondation Kiyi, est une touche-à-tout dans les métiers de l'art visuel et scénique. Voilà, c'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Suzanne Kwame. Je rappelle, vous êtes actrice comédienne ivoirienne, également promotrice de la tresse africaine à travers un festival que vous avez d'ailleurs initié, le Koundin. Alors dites-nous, pourquoi se tresse-t-on dans nos sociétés africaines? Ben, autrefois, on se tressait pour exprimer quelque chose. Donc, on ne se tressait pas parce qu'on avait envie de se tresser, mais se tresser voulait dire quelque chose. Il y avait le langage de la tresse. On se tressait en fonction des événements, soit malheureux, soit heureux, mariage, deuil, ou alors pour définir la classe sociale, l'origine d'un peuple. On se tressait parce que, bon, il y avait bien évidemment les notables, il y avait les esclaves, ainsi de suite. Donc, la tresse, c'était beaucoup plus culturel. D'accord, donc les tresses parlaient, si on peut le dire ainsi, il y avait un message. Alors dites-nous, que disaient les longs ou les escargots, par exemple? Ben, les escargots, ça traduit la femme forte. La femme forte. Forte, pas de forme physique. Donc, c'est ce que ça... Et là, on a les différentes formes. Oui, on a les différentes coiffures. Ça, ce sont des coiffures, mais vraiment très, très traditionnelles. Des coiffures, je veux dire, tout le peuple, même africain, a la tresse en commun. Donc, c'est des tresses que nous retrouvons ici, par exemple en Côte d'Ivoire, que vous pouvez facilement retrouver au Burkina, au Mali, au Togo. Voilà, ça, c'est des tresses. Ça, c'est le b.a.-ba de la tresse, comme on appelle chez nous domoma. Domoma, ça veut dire, c'est parce que ça ressemble à des champignons. Donc, domoma, mais ça, c'est cette technique. Tu viens de quelle région, par exemple? Chez les Akans, chez les Agnis précisément. Mais cette technique-là, c'est une technique pour faire rallonger les cheveux. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la tresse qu'on voit, les boulboules. Ça a un nom, justement. Oui, c'est les boulboules. Aujourd'hui, on appelle les boulboules. Mais chez nous, en pays Agnis, on appelle ça domoma. Domoma qui traduit champignon parce que c'est des boules qui ressemblent à des champignons. D'accord. Et vous êtes en train de parler également des escargots qui avaient un sens. Oui, les escargots, ça traduit la femme forte. D'accord. Voilà, donc on peut trouver les escargots en Côte d'Ivoire et même en dehors même de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est dommage, c'est que le nom que nous avons en Côte d'Ivoire est différent du nom qu'on peut trouver au Bénin ou au Togo, parce que c'est la civilisation, l'immigration, les bouleversements socioculturels ont fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver les mêmes tresses dans tous les pays africains, mais avec des noms différents. D'accord. Alors, les cheveux, justement, font partie des critères de beauté d'une femme. Vous avez une coiffure, moi j'ai la mienne aujourd'hui, comme les téléspectatrices qui nous regardent d'ailleurs. En Afrique, les femmes ont donc toujours pris soin de cette partie du corps et chaque coiffure a bien un nom, vous l'avez dit, une symbolique. Nous allons regarder ce reportage de Christelle Menant et nous allons en discuter par la suite. Qui, petite, n'a pas boudé quand sonnait l'heure de se tresser les dimanches, veille de jour d'école? Long, boule, naté couché, libérienne, tous les cuirs chevelus féminins ivoiriens et africains ont au moins une fois connu une de ces tresses.
Une longue tradition esthétique qui perdure et remonte à très loin. Les premières traces de coiffure tressée se situent dans la préhistoire. La tresse est la plus vieille coiffure du monde. Dans l'Égypte antique, la coiffure tressée, portée par les femmes et les hommes, était l'apanage d'un rang social élevé. Ce type de coiffure va se propager dans le reste de l'Afrique noire, à l'ouest avec les Peuls, les Akans, les Dogons ou les Haoussa, au centre avec les Bantous, les Fang, et à l'est avec les Maasai. La coiffure tressée correspondait aux différents événements de la vie, mariage ou décès, et traduisait l'appartenance à une caste. Des symboliques perdus au fil des siècles et des migrations. Aujourd'hui, le cheveu crépus dérange. Prescription de l'esclavage et de la colonisation, fer à friser, défrisage, tissage, cachez-moi ce cheveu de type 4 qu'on ne saurait voir. Des choix personnels à respecter, auxquels s'oppose de plus en plus un phénomène de réappropriation culturelle, les nappies. Entendez, naturelle et heureuse de l'être. Quoi de mieux que les tresses pour dompter et valoriser ces cheveux crépus? La coiffure tressée, porteuse d'un héritage culturel dense, reste un moyen efficace de se distinguer et d'affirmer son identité, même si aujourd'hui, les motivations sont surtout très esthétiques. Nous, Suzanne Kwame, d'après vous aujourd'hui, on se tresse pour suivre la mode ou perpétuer nos traditions? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la mode, hein. C'est beaucoup plus le côté esthétique. Et puis, on sait que la tresse aussi nous permet aussi d'économiser. Donc, il y a le volet esthétique, économique, et puis la beauté de la femme. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus ces valeurs-là que nous développons. C'est beaucoup plus esthétique. C'est beaucoup plus esthétique. Avant, c'était beaucoup plus parce qu'on avait envie de passer un message qu'on se tressait. Donc, à travers une coiffure, tu peux reconnaître si telle femme est mariée, si c'est une femme pubère, si c'est une veuve, on pourrait le savoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, c'est dommage pour notre culture, comme vous le disiez dans votre ouvrage. Oui, c'est vraiment dommage parce que la culture africaine est orale. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre beaucoup de valeurs. Nous avons perdu beaucoup de valeurs et nous continuons de perdre des valeurs si nous n'essayons pas d'immortaliser tout ce que nous avons. Parce qu'on a des parents qui ont ce savoir-là qui, malheureusement, n'arrive pas à transmettre. Et aujourd'hui, on se retrouve une personne qui naît à Abidjan, qui n'est jamais allée au village. Je parle de boule-boule, je parle de escargot, on parle de long-long, mais comment cette personne saura s'il n'y a pas de traces? Les époques changent. Est-ce qu'on ne peut pas admettre aussi que les styles puissent changer? Aujourd'hui, on parle de tissage, de défrisage, c'est la mode aujourd'hui. Alors, vous pensez que c'est une menace pour nos cultures, mais pour nos tresses africaines? C'est une menace. Nous, en tant qu'Africains, nous sommes africains. En tant qu'Africains, nous avons des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas ce besoin de modernité, d'amélioration? Oui, mais je veux dire qu'il ne faut pas perdre le fait que nous sommes africains et que la tresse fait partie de notre patrimoine culturel africain. Donc c'est à nous de valoriser ce que nous avons. Nous n'allons pas attendre l'extérieur, les blanches, venir se tresser. C'est nous qui devons imposer ce que nous avons. Et je pense que la tresse, c'est notre patrimoine. La tresse, c'est l'esthétique. Et toutes les femmes peuvent se tresser. Et je pense que ça met la femme africaine en valeur. Hein, contrairement aux cheveux lissés et tout ça, c'est bien, on peut le faire de temps en temps, mais il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes africaines, nous avons nos valeurs et c'est à nous de promouvoir nos valeurs. D'accord. Alors, si on vous suit bien, vous êtes d'accord avec ceux qui accusent celles qui se défrisent ou portent les tissages de vouloir ressembler en griffe à la maîtresse esclavagiste ou au colon. Mais après tout, est-ce que chacun n'est pas libre de choisir comment porter ses cheveux? Mais chacun est libre de porter les cheveux qu'il veut, mais en même temps, il faut faire attention. Moi, je dis, le premier principe, c'est de pouvoir valoriser ce que nous avons comme valeur, parce que c'est notre identité. Et ensuite, on n'est pas obligé de ressembler à l'autre. On n'est pas obligé de faire comme l'autre. Parce qu'il y a les dangers, même quand nous défrisons les cheveux. Aujourd'hui, les femmes de 40 ans, 45 ans, la plupart n'ont plus de cheveux. Elles portent pratiquement toutes des perruques. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a commencé à se lisser les cheveux, utiliser des produits qui ont abîmé nos cheveux. Et ça, c'est un fait, c'est réel, on n'invente pas. Donc, pour dire que la tresse, avec la tresse, il y a beaucoup de choses que nous pouvons préserver. Non, préserver non seulement la santé des cheveux, préserver... Mais il faut entretenir ces cheveux. Oui, mais c'est facile. Oui, les cheveux crépus... Et ces produits-là d'entretien ne peuvent pas abîmer? Même avec le beurre de karité, on peut entretenir les cheveux. C'est ce que nos parents faisaient à l'époque. D'accord. Donc, je pense qu'il y a le mouvement des nappies qui vient en quelque sorte rétablir les choses. Oui, ça me réjouit et je suis fière parce que c'est ça qui est... Je dis, le nappy, c'est notre valeur. C'est l'Afrique. Donc, une femme noire avec des cheveux naturels, je dis, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. On n'est pas obligé forcément d'avoir les cheveux lissés.
Merci beaucoup, Suzanne Kwame. Je rappelle que vous êtes artiste, comédienne, grande promotrice des tresses africaines depuis 2007. Cela fait 11 ans, quand c'est bien compté. Et vous avez publié un livre à cet effet, Le langage de la tresse, c'est le titre du livre. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Le langage de la tresse, pour moi, c'est une bibliothèque. Pour moi, c'est un livre... comme je dis, une bibliothèque qui peut aider la génération. Parce que je l'ai dit tantôt, notre culture est orale. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Et donc, pour moi, ce livre-là peut permettre de transmettre quand même quelque chose à la génération. Ce livre peut aider la jeune génération à comprendre ce que c'est que la tresse. Parce que dans ce livre, on parle de la tresse, mais vraiment traditionnelle, jusqu'aux tresses modernes et tout. Et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas la culture de la tresse, c'est un livre qui pourra les aider. Et je pense même que pour la Côte d'Ivoire, c'est très important parce que sur le marché, il n'y a pas de livre qui explique ou qui présente toutes ces variétés de tresses africaines. Et c'est vraiment dommage parce que moi-même, j'en ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé. Je suis allée au musée de civilisation d'Abidjan, je n'ai pas trouvé grand-chose sur la tresse. Merci beaucoup, Suzanne Kwame. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir parlé des tresses africaines. Merci, et c'est la beauté aux couleurs africaines qui est donc promue ainsi. Merci de nous avoir suivis et continuez d'être belle et beau chez vous. À demain 20h.